Historama, une émission dédiée à l'histoire, aux cultures et aux civilisations, tous les mardis de 21h10 à 22h avec Ousmane Mangane sur Radio Chine Internationale 102.9. Bonjour et bienvenue dans votre émission Historama. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Cherfati Faye, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est actuellement à la retraite. Monsieur Faye, bonjour. Bonjour, monsieur Mangane. Avec vous, nous allons parler du massacre de Thiaroye. Vous avez publié un ouvrage intitulé Aube de sang. Pourquoi ce titre? Aube de sang, parce que simplement en référence aux événements, j'ai pris en considération ce qu'on peut considérer comme l'aube. Les événements, pour l'essentiel, se sont passés à l'aube du 1er décembre 1944 et dans la première matinée, on pourrait dire, de ce jour. Mais le dispositif colonial, devant être à l'origine du massacre, est mis en place cette aube du 1er décembre 1944. Voilà la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre. Alors donc, pour rappel, le massacre s'est déroulé dans un camp militaire près de Dakar à Thiaroye le 1er décembre 1944 et renforcé de troupes coloniales. Les colons ont tiré sur des anciens prisonniers de guerre et récemment rapatriés de la France. Ils réclamaient leurs indemnités et pécules promis depuis des mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé? Il suffit simplement de se référer un peu à la situation des tirailleurs. C'est-à-dire, ils ont pour l'essentiel été mobilisés à la veille de la guerre, Deuxième Guerre mondiale 100 ans. À partir des événements qui vont avoir lieu, ils vont se retrouver très rapidement au front, en Europe même, devant les troupes allemandes. Et pour l'essentiel, très rapidement, avec la débâcle de l'armée française en 1940, voilà que cette armée est dans une situation d'infériorité technologique et peut-être aussi numérique. Ce qui est sûr, c'est que nous allons nous retrouver avec nos tirailleurs au front, encerclés par l'armée allemande et pour l'essentiel faits prisonniers aussi. Ceux qui ont la chance, ceux qui ne sont pas tués, ce sont eux qui vont être les prisonniers. Et ils vont être maintenus dans cette situation de prisonniers pratiquement durant tout le reste de la guerre. De 40 jusqu'à 44. Et ce que nous pouvons observer, c'est que avec le redressement du front ouest pendant le second conflit mondial, suite principalement à l'entrée en guerre des États-Unis du côté des Alliés, évidemment ce front s'est redressé et progressivement a bousculé l'armée allemande. Donc, pour l'essentiel, des tirailleurs ont été libérés. Et voilà pourquoi ils vont se retrouver dans cette situation de tirailleurs libres. Et c'est important parce que, bien sûr, ils auront à revendiquer leurs primes et leurs soldes parce qu'ils ont été faits prisonniers. Et dans la réglementation, bien sûr, ils ont ces droits. On se rendra compte qu'au fur et à mesure que leurs revendications se préciseront, au fur et à mesure, évidemment, les autorités coloniales vont leur mentir, au sens de leur faire des promesses. Dans un premier temps, des promesses de régler tout avant de les renvoyer, le terme, je le mets entre guillemets, avant de les faire revenir au pays. Ils seront rassemblés dans la partie française de Normandie. Un navire britannique, le Circassia, va venir les chercher pour les ramener à Dakar.
c'est un certain nombre d'entre eux, et ce ne sont pas tous les tirailleurs. Combien ils sont au départ, on ne sait pas tout à fait avec précision, parce que là aussi les sources diffèrent. Ce qui est sûr, c'est que les autorités coloniales nous font croire qu'ils sont 1280 exactement à débarquer à Dakar, une semaine avant les événements. Ce sont ces mêmes autorités, évidemment, qui donnent l'impression que quand le navire est arrivé au Maroc, au port de Casablanca, 400 tirailleurs ont refusé de monter tant qu'ils ne sont pas payés. Évidemment, cette hypothèse, je la combats très très fortement. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, pas du tout. Parce que à l'époque, le Maroc est sous domination française. Comment comprendre que 400 tirailleurs sénégalais refusent de remonter sur le Circassia et que ça passe inaperçu? Parce que c'est des rapports post qui font croire qu'ils étaient 400 à avoir refusé de s'embarquer. Donc, selon vous, le fait qu'il n'y a pas de rapport par rapport à cela et que les forces coloniales aussi pouvaient dominer ces gens-là et leur faire monter de force. Bien sûr. C'est pour ça que je dis le Maroc est sous domination française. Et cette domination fait que 400 tirailleurs qui ne sont pas armés, même s'ils étaient armés, ils n'ont aucune possibilité de résister à l'armée française si cela veut les faire embarquer. Or, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun rapport par la suite, un rapport sérieux, à montrer que ces gens-là qui ont refusé d'embarquer, voilà ce qu'ils sont devenus. Voilà ce qu'ils sont devenus. C'est-à-dire, après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Aucun rapport. C'est simplement qu'on nous dit ils ont refusé d'embarquer. Mais ça, c'est pour justifier simplement un nombre. La différence entre le nombre de personnes embarquées à Morlaix et ceux qui ont débarqué à Dakar. Et ceux qui vont se retrouver au camp militaire de Thiaroye après la fusillade. Tous ces rapports, c'est de l'arranger entre guillemets. Et en plus, certains vont se poser la question, c'est vrai que vous avez rappelé qu'ils étaient prisonniers de guerre, après libérés, mais cela ne suffisait pas. On pouvait par exemple les remettre dans les troupes pour continuer la guerre, parce que la guerre n'était pas encore terminée. Pourquoi? Oui, ça aussi, c'est un calcul de l'état-major français et des hommes politiques aussi. C'est-à-dire ces hommes-là qui ont été prisonniers des Allemands, parfois même s'ils ont été gardés par des Français, vous voyez, mais c'est des prisonniers des Allemands. Donc, dans une large mesure, on ne fait pas confiance pour les remettre dans les troupes. Voilà la raison pour laquelle on tient à les libérer, entre guillemets, à les ramener chez eux. Et ce qui parle de blanchiment des troupes françaises? Voilà, exactement. C'est-à-dire que, de toute façon, il y a encore beaucoup d'indigènes ou de Sénégalais, de troupes sénégalaises, entre guillemets, sénégalaises, ou de tirailleurs sénégalais, plus précisément, qui sont encore dans les troupes. Mais ceux-là qui étaient les prisonniers des Allemands, on n'en veut pas dans l'armée française. Au moment où cette armée entrait avec l'aide de la Grande-Bretagne et l'aide des États-Unis de remonter au front contre les Allemands. Alors, est-ce que le paiement pour la démobilisation a eu lieu avant le départ, concrètement? Non, c'était l'une de leurs revendications principales. Parce que ce qu'ils revendiquaient, c'est deux choses à la fois. Les salaires, oui, c'est-à-dire qu'en tant que soldats embarqués, envoyés au front, ils ont droit à quelque chose. Comment ça s'appelle? Est-ce que c'est une indemnité ou est-ce que c'est comment quelque chose d'autre? Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont droit, d'après le règlement de l'armée française, à quelque chose au titre de compensation. Et ensuite, ils ont, en tant que prisonniers de guerre aussi, ils ont de petites sommes qui leur ont été payées au titre de travailleurs obligés. Et donc, voilà,
Ce que eux revendiquent, c'est d'avoir la totalité de ce à quoi ils ont droit. Et aussi que le change de l'argent qu'ils ont soit fait avant qu'ils n'arrivent en AOF. Parce que, évidemment, que ce soit l'argent allemand ou que ce soit le franc français, n'a plus cours ici en AOF. Voilà pourquoi ils souhaitent non seulement être payés, mais être payés en CFA avant de quitter les troupes. Alors, donc là, on va revenir concrètement sur le jour du massacre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le film, comment ça s'est passé? Les événements, mettons que la veille, le général, chef d'état-major de l'AOF, s'est rendu sur place. Pour lui, il y a des événements, les tirailleurs protestent. Ils veulent avoir leur argent parce qu'on leur a annoncé qu'ils doivent, le premier contingent doit partir pour l'actuel Soudan dès le lendemain par le train. Et ce premier contingent comprendra les Soudanais et également les Voltaïques et les Tchadiens. Donc à partir de Bamako, on va les ventiler. Eux, ils ont bien compris que la force qu'ils ont ici, d'être ensemble à Dakar, ils n'auront plus cette force s'ils arrivent à Bamako, si chacun est ventilé dans son territoire, etc., etc. Et donc, c'est maintenant qu'il faut élever les revendications. Et donc, la veille, le 30, cela fait du bruit dans le camp parce qu'ils annoncent qu'ils refuseront de monter dans le train. Et le chef d'état-major général de l'AOF est allé au camp. Bien entendu, on nous dira qu'il a été séquestré entre guillemets par les tirailleurs. Bon, mais ça c'est dans l'arrangement pour justifier simplement les événements. Il était là-bas pour négocier ou bien pour s'enquérir de la situation carrément? S'enquérir de la situation, pas de négociation, parce que de toute façon, pour le général, il n'est pas question de négocier avec ces tirailleurs-là. Vous voyez? Donc, pour voir exactement quelle est la situation dans ce camp. Alors, voilà ce qui va se passer. Et bien entendu, dès que le général revient, il comprend que la situation est dangereuse. Et que si les tirailleurs refusent de s'embarquer, il faudra utiliser la force contre eux. Donc, dès la nuit du 30 novembre au 1er décembre, un dispositif spécial est mis en place pour entourer le camp militaire de Thiaroye. Des troupes sont venues même de Saint-Louis pour renforcer celles qui sont à Dakar. Est-ce que les tirailleurs étaient au courant de ce renforcement? Je ne suis pas très sûr, mais ce qui est certain, c'est que pour eux, quel que soit Alpha, leur décision, c'est qu'ils ne quitteront pas le camp tant qu'ils ne seront pas payés. Quel dispositif le colonisateur va mettre en place? Évidemment, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas au fait, j'allais dire, de ces calculs de très haut niveau dans l'armée française d'AOF. Et ce qui va se passer, c'est que donc le camp est entouré. Et à l'aube, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce titre dans l'ouvrage que j'ai publié au bout de 100. À l'aube donc, ordre est donné aux troupes à partir du plus haut niveau de l'armée française, non seulement d'encercler le camp, mais d'obliger les tirailleurs à se rassembler. Vous voyez? Parce qu'ils sont dans les campements, dans divers campements. Donc, on procède à un rassemblement. Et non seulement on procède à un rassemblement, mais on va leur donner ordre de se coucher sous la menace, évidemment, des fusils et de tous les moyens techniques qui ont été mis en place jusqu'à des canons.
C'est dire que non seulement au point de vue des hommes qui sont venus pour renforcer le dispositif colonial, le nombre est très important, mais au point de vue du matériel d'équipement, c'est également important. Or, les tirailleurs, bien entendu, ils ne s'attendaient pas à cette situation. Ils n'ont rien à titre de protection. Et ils sont dans l'obligation physique, j'allais dire, de se rassembler parce qu'ils ont reçu cet ordre de force. Étaient-ils armés ou pas? Non, ils ne pouvaient pas être armés. Ils ne pouvaient en aucun cas être armés. Alors là aussi, c'est l'une des raisons que le dispositif colonial en place essaie de faire croire que les tirailleurs étaient armés. Mais comment ils pouvaient l'être? Sur le bateau Circassia, ils ont été contrôlés en tout et tout. Quand ils sont descendus au port de Dakar, on a vérifié tout. Quand on les a amenés de force au camp militaire de Thiaroye, on a vérifié tout. Donc, aucun d'eux ne pouvait être armé. Mais, je l'ai dit, c'est un mensonge colonial pour faire croire qu'il y a eu réaction de la part des tirailleurs et donc le colonisateur, les troupes coloniales ont réagi en conséquence. Voilà un peu. Et quelle est la réaction? Le dispositif est mis en place, il y a le renforcement et tout. Ce qui va se passer, c'est très simple. C'est que les tirailleurs comprennent le danger dès lors qu'ils sont entourés de partout. Ils sont rassemblés de force, ils sont entourés de partout par des hommes armés, puissamment armés, etc. Ils ont reçu l'ordre de se coucher. D'accord? À partir de ce moment, ils comprennent bien le danger, mais ils n'ont aucune possibilité de réaction par rapport à ça. Et ce qui va se passer, c'est que le dispositif colonial va tirer sur eux. Alors, c'est là où on va se retrouver avec beaucoup d'interrogations. Vous voyez, les autorités vont actuellement au camp de Thiaroye. Combien de tombes il y a sur place? Une trentaine de tombes. On nous dit qu'il y a 31 morts à cette occasion, cette fusillade. Mais c'est difficile à comprendre. En tout cas, pour un historien comme moi, c'est difficile à comprendre que tant d'hommes suffisamment armés tirent sur des gens qui n'ont rien comme protection pour ne faire que 31 morts sur les peut-être 2000 qu'ils sont. Ça ne me paraît pas logique du tout. Et c'est pour ça qu'en tant qu'historien, j'ai du mal à y croire. Et je combats cette thèse où que je me trouve et que j'ai l'occasion de le faire. Alors, et vous vous basez sur donc le nombre, vous dites tantôt qu'ils étaient près de 2000 et qu'on parle de 31 morts, et en se basant aussi sur le matériel utilisé pour donc commettre ce massacre. Est-ce que tout cela est suffisant? Pour prouver... Non, ce n'est pas une preuve. C'est-à-dire que dans toute logique, moi j'ai du mal à comprendre qu'un dispositif aussi puissamment mis en place, avec des moyens aussi puissants, un dispositif qui est prêt à la tâche. Donc que ce dispositif fasse la tâche qui lui est confiée par l'état-major, c'est-à-dire se débarrasser de ces tirailleurs et ne faire que 31 morts. Alors, et sur les rapports des officiers français après le massacre, comment vous appréciez cela? Mais c'est des mensonges simplement, à mon avis. Parce que d'abord, sur le nombre, comme je disais tout à l'heure, j'ai du mal à y croire. Ça ne me paraît pas logique du tout. Et tout historien sérieux, en tout cas, rejetterait cette possibilité de 31 morts au regard des conditions d'ensemble qui ont été créées devant cet événement et en conséquence de cet événement. Autre chose, je crois que de toute façon, les autorités coloniales se sont précipitées pour fournir n'importe quel rapport autour de ça, dans le sens de situer les responsabilités du côté des tirailleurs, de minimiser le nombre.
Voilà les deux éléments à partir desquels tous les rapports de l'état-major français et les rapports politiques aussi, parce qu'il y a également le gouvernement général de l'AOF qui est là, qui coordonne tout ça. Alors aujourd'hui, on parle d'archives et qu'au niveau des archives, il y aura certainement ces rapports et que vous-même vous contestez cela. Est-ce que donc les archives dont on parle, que la France dit va remettre au Sénégal, est-ce que selon vous, ces archives-là seront fiables? La France a profité de l'arrivée ici du président François Hollande pour annoncer au Sénégal la France lui remettra les archives relatives à Thiaroye. Effectivement, le Sénégal a reçu les choses. Ma modeste personne travaille dans ce cadre-là avec un certain nombre de collègues, des historiens, dans le cadre d'une commission présidée par le professeur Ibader Thiam. Maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver dans ces archives? Et ensuite, est-ce que ça n'a pas fait l'objet d'un nettoyage, entre guillemets, au préalable, avant de nous être envoyés? Est-ce que nous, en tant que commission sénégalaise, nous allons aller au fond? Les interrogations qui seront les nôtres, de les poser à la France par rapport à ces archives. Je crois qu'il y a là un travail de fond à faire. Et toujours après le massacre, 34 tirailleurs sont jugés le 6 mars 1945 à des peines allant de 1 à 10 ans de prison, une amende de 100 francs de l'époque, et ils perdent leur droit à l'indemnité de démobilisation. Comment vous analysez cela? Oui, je crois que c'est facile à comprendre. C'est-à-dire, dès lors qu'on veut situer les responsabilités du côté des tirailleurs, ceux qui sont morts, on n'en parle plus. Et ceux qui sont vivants et qu'on considère comme étant des agitateurs entre guillemets, il suffit simplement de s'en débarrasser. S'en débarrasser comment? Par la justice militaire. Et c'est la justice militaire qui va les juger. Va les juger et les condamner, bien sûr. Ils seront tous condamnés à telle ou telle peine, mais ils seront tous condamnés. C'était logique. Et si on regarde de très près les condamnations, c'est une sorte de refus de leurs revendications d'hier. Revendications en tant que tirailleurs avant les événements. Prime de guerre. On met une croix dessus. D'accord, la prime de guerre. Les salaires, on met une croix dessus. On vous condamne à tant de mois de prison ou à tant d'années de prison. On considérera que ceux qui sont, surtout ceux-là, qui sont les principaux agitateurs, on va les condamner à 10 ans de prison. Dans un texte que j'avais fait, j'ai parlé d'un des tirailleurs né au village de Djirnda, famille plus précisément dans les îles du Saloum, qui a été condamné à 10 ans de prison. Et il n'avait aucune responsabilité particulière dans ça. On a considéré que c'était un agitateur. Et donc il fallait donner l'exemple, voilà pourquoi le jugement a été sévère à l'égard de ces tirailleurs. Également du côté de l'administration coloniale, ceux qui avaient orchestré donc ce massacre ou qui étaient à l'origine ou qui ont supervisé ce massacre, la plupart d'entre eux aussi auront peut-être des avantages, si je peux m'exprimer ainsi, dans l'administration coloniale. Bien sûr qu'ils ont rendu un service énorme, important, disons, à l'administration coloniale. Et ce qui va se passer, c'est que on va, je vais dire, leur rendre la monnaie, comme on dit en français. Ils ont
fait un service important à la France coloniale. Et donc, à partir de ce moment, c'est des promotions, c'est des ceci ou de cela. Voilà comment ils seront récompensés. Et non pas de sanctions particulières personne ne les sanctionnera parce que simplement, le problème c'est que dès lors que la France considère que la responsabilité ne se situe pas à son niveau, mais au niveau des tirailleurs, ceux qui ont agi contre les tirailleurs, ce sont ceux-là que, j'allais dire, les promotions arrivent à eux. En 1947, au mois de juin, les prisonniers seront graciés, mais c'était avec l'arrivée donc du président de la République, Vincent Auriol. Mais il ne s'agit pas d'un acquittement car les veuves de Thiaroye n'ont jamais perçu de pension. Oui, mais c'est l'arrangement, c'est-à-dire que de toute façon, la France de l'après-guerre se rend compte de toutes les conneries, entre guillemets, qu'elle a faites, et en particulier Thiaroye. Et c'est pas seulement Thiaroye. Alger, c'est la même chose. En Indochine, c'est exactement la même chose. À Madagascar, vous allez avoir exactement la même chose. Donc, tout cela fait que, évidemment, la France se rend compte, de façon particulière, qu'il y a quelque chose qu'il faut éviter. La guerre est terminée. Les tirailleurs qui ont fait la guerre, il y a un certain nombre d'autres revendications qui sont nées. Les revendications d'indépendance. Alors, dans votre ouvrage Aube de sang, vous avez écrit sur le massacre de Thiaroye. Certainement, vous avez dénoncé et prendre position concernant donc certaines informations qui ont été données ou certains rapports qui ont été écrits par l'administration coloniale. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à quelqu'un qui n'a jamais lu votre ouvrage la quintessence de cet ouvrage? De Aube de sang. Oui, c'est possible parce que simplement mon problème à moi, c'était d'amener le lecteur à comprendre qu'en cette aube du 1er décembre 1944, des gens qui ne sont pas armés, qui sont rassemblés de force, sur lesquels les troupes coloniales vont tirer, ils meurent massivement. Ça, c'est la logique coloniale. C'est pas autre chose, c'est la logique coloniale. C'est parce qu'ils ont des revendications. Et la France ne veut pas satisfaire ces revendications. Voilà la question de fond. Et donc, puisqu'elle ne veut pas satisfaire ces revendications, il faut s'en débarrasser. C'est aussi simple. Et de manière légitime, entre guillemets, avec des rapports à l'appui oui, dans l'administration. Légitime, utilisons le terme, c'est-à-dire qu'on légitime, entre guillemets. Les rapports, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Il faut faire comprendre que les hommes, ces tirailleurs-là, c'est eux qui se sont agités, ils sont armés, vous voyez. Ils ont refusé d'exécuter les ordres de la hiérarchie militaire. Et donc, à partir de ce moment, dans n'importe quelle armée, ils sont, j'allais dire, des gens dont il faut se débarrasser. Sanctionnés. Alors que, selon vous, ce n'était pas le cas. Mais non, absolument pas. C'est-à-dire qu'il faut approfondir quelles sont les raisons pour lesquelles... Voilà. S'ils ont refusé de prendre le train pour Bamako, pourquoi? Mais parce qu'ils comprennent bien la logique que les revendications qu'ils nourrissent depuis la France, qui ne sont pas satisfaites, ils arrivent à Dakar, les mêmes revendications sont nourries, sont, j'allais dire, exprimées à très haute voix, de façon audible. À Dakar, on fait une semaine, rien n'est fait. Maintenant, on leur dit, ceux qui sont des territoires que le train va servir, ils vont
prendre le train et partir. Et aujourd'hui, d'autres historiens français, des historiens français aussi, s'inscrivent dans la même dynamique que vous. Ils dénoncent le massacre de Thiaroye, ils font des recherches sur cela. Bien vrai que parfois, ils ne partagent pas les mêmes avis que vous. Vous, en tant qu'historien, qu'est-ce que cela vous fait? Oui, je crois que Thiaroye, ces derniers moments, a fait l'objet de diverses recherches. Évidemment, pas dans le même sens que moi, mais ça aussi, je le comprends parfaitement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas Thiaroye seulement. C'est Thiaroye, c'est Alger, c'est Madagascar, c'est Haïphong aussi, en Indochine. C'est les mêmes événements que vous avez. La France cherche à se débarrasser des tirailleurs. Vous voyez? Donc, cette logique amène un certain nombre d'historiens aujourd'hui qui ne sont pas forcément des colonialistes à s'interroger sur l'action de la France. Et tout ce que nous sommes en train de parler n'est pas connu de la majorité des Français, n'est pas enseigné dans les écoles françaises ni dans les universités, ou c'est de manière relative? Non, ce ne sera pas enseigné. De toute façon, ce sont des recherches nouvelles pour l'essentiel, des recherches de collègues qui sont, je dirais pas engagés, en tout cas du point de vue de l'histoire. Vous voyez, c'est pas des hommes politiques, etc., mais ils sont engagés au point de vue de l'histoire. Ils comprennent bien que l'histoire, c'est aussi la vérité. Si c'est pas la vérité, ça sert à rien, j'allais dire, en tant que science. Toutes les sciences ont besoin de vérité. Et donc, ce que le colonisateur a fait ici, en cette aube du 1er décembre 1944, il faut chercher les raisons. Il faut chercher les éléments à partir desquels la dynamique va se créer. Vous êtes maître de conférence, professeur donc à la retraite. Est-ce que, selon vous, l'histoire du Sénégal, de manière générale, est bien connue de la majorité? L'histoire du Sénégal, je ne suis pas très sûr parce que là aussi, nous ne faisons pas, à mon avis, encore tous les efforts nécessaires pour faire connaître l'histoire de chez nous. Moi-même, j'ai été professeur dans le secondaire avant d'être professeur d'université. Mais je sais que les programmes que nous enseignons à l'époque, et ça c'était des programmes, c'est en tant qu'enseignant, en tant que professeur, je suis obligé de m'en tenir au programme officiel. Vous voyez? Le programme officiel comporte très peu de choses sur l'histoire nationale. Et c'est peut-être là où des historiens ont besoin d'agir. Vous voyez? Pour que au moins notre pays sache ce qui s'est passé dans ce pays. C'est pas seulement les sources griotiques, entre guillemets, encore qu'elles soient importantes, mais les sources écrites, il faut que nous ayons, j'allais dire, un regard approfondi à le regard. Et c'est ça qui va nous amener à mieux comprendre l'histoire, en combinant les deux, c'est-à-dire les sources griotiques, mais aussi les sources écrites. Peut-être l'une des dernières questions, le massacre de Thiaroye a-t-il provoqué une crise de conscience de l'état d'inégalité profonde dans lequel la colonisation maintient les indigènes? Je crois que oui, parce que de toute façon, ce qui est arrivé à ces tirailleurs dont nous parlons n'est pas arrivé à des soldats blancs français. Et de manière générale, c'est une discrimination. Ces discriminations se fondent sur le fait que ceux-là sont des colonisés, donc des gens que l'on possède, entre guillemets le terme. Si on les possède, on les utilise comme on veut. C'est un outil, entre guillemets. Monsieur Cheikh Fati Faye, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir invités à ça.
je reste en tout cas à votre disposition pour d'autres questions éventuellement. Merci, Monsieur Cherfati Faye. Je rappelle qu'il est maître de conférence à la retraite. Il est auteur aussi de l'ouvrage intitulé Au bout de sang. Nous parlions du massacre de Thiaroye. Merci de nous rester fidèles sur Radio Chine Internationale Sénégal. À la présentation, Ousmane Mangane avec l'appui technique de Mando Ndoye. Merci. Merci. Historama, c'est un magazine dédié à l'histoire, aux cultures et civilisations.
responsabilité sa totama probon moto bon Historama avec Ousmane Mangane. Historama. Ce que je retiens, c'est l'importance de l'histoire. Je pense que pour nous Africains, nous devons étudier notre histoire, nous devons comprendre notre histoire. Que Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal indépendant, était issu d'une minorité ethnique sérère et d'une minorité religieuse catholique. Fait corps avec notre vieille tradition de vivre ensemble, en symbiose avec nos valeurs partagées et dans le respect de nos diversités. La civilisation de l'universel dont parlait Senghor, c'est que toutes les cultures étaient respectueuses des unes des autres, que toutes les cultures devaient participer au développement et au rayonnement de la Terre. Et tant que nous n'avons pas résolu cette question-là, qui sommes-nous, d'où venons-nous, nous risquons encore une fois de rater le coach. Que les patrimoines devaient être sauvés, sauvegardés, respectés. Historama. Historama, une émission dédiée à l'histoire, aux cultures et aux civilisations, tous les mardis de 21h10 à 22h avec Ousmane Mangane sur Radio Chine Internationale 102.9.